Ce sont les Maccabées, lignée royale dont j'ai abordé le sujet dans la vidéo sur Hanouka et Noël, qui ont construit la forteresse de Masada au IIe siècle avant l'ère commune. Au sommet d'une montagne de 400 mètres au-dessus de la mer Morte, Masada fut le témoin de la plus grande résistance d'une poignée de juifs face à l'oppresseur romain. Peut-être que ça vient de là, Astérix, on va savoir. Shalom les Koulam, le sujet que nous allons aborder dans cet épisode est celui d'un lieu qui a vu passer plusieurs événements et vécu plusieurs vies, la forteresse de Masada. Tantôt utilisée comme bastion, puis comme palais, pour finir en une sorte de village de rebelles face à l'Empire romain, Masada marque un véritable tournant dans l'histoire du monde juif, et nous allons voir ça ensemble dès maintenant. La forteresse, nommée Metsuda en hébreu, d'où le terme Masada provient, était un fort construit par les Hashmonaïm, une lignée de prêtres ayant combattu les Grecs jusqu'à prendre finalement le pouvoir sur la Judée. Plus précisément Jonathan, le grand prêtre, frère de Yehuda à Maccabi. Mais c'est surtout entre 37 et l'an 15 avant l'ère commune que Masada connut un renouveau durant le règne du roi Hérode. En effet, celui-ci, par crainte de révolte et de complot contre sa famille et sa propre personne, entreprit de grands travaux d'emménagement et fit de Masada une suite de palais grandioses au style typiquement romain. La hauteur et l'isolement de la forteresse étaient précisément ce que Hérode recherchait, un lieu suffisamment reculé pour se mettre en sécurité face aux ennemis extérieurs mais aussi intérieurs. Car Hérode était bien plus qu'un tyran, qu'un roi pour son peuple. Placé sur le trône par l'Empire romain, il n'avait pas la légitimité nécessaire à ce poste, et étant conscient de cela, il préféra gouverner par la terreur pour asseoir son autorité. Il se savait donc en danger et a tourné son regard vers la forteresse, dans le but d'en faire une véritable cité, un site de repli et de protection. Hérode, en grand bâtisseur, ayant restauré le temple de Jérusalem et bien d'autres lieux, n'a pas hésité à embellir le fort en y façonnant plusieurs appartements ornés de fresques multiples, et en y ajoutant des piscines d'eau chaude et d'eau froide à la mode romaine. À cause de sa hauteur et de son isolement, Hérode fit venir une quantité énorme de nourriture qu'il entreposa dans des pièces conçues à cet effet. L'eau, quant à elle, était acheminée par des conduits creusés dans les montagnes, récupérant la pluie plus loin dans le désert. Ces constructions étaient incroyables pour l'époque, et la forteresse, de petit lieu pittoresque et inhabité, est devenue un somptueux palais royal à la gloire d'Hérode. Mais lorsque celui-ci meurt, en l'an 4 avant l'ère commune, la forteresse est laissée à l'abandon, seulement occupée par une petite garnison romaine. Rome voit son contrôle de la Judée disparaître. Masada est totalement ignoré et se détériore peu à peu. Il faudra attendre l'an 66 de l'ère commune pour que le fort de Masada fasse reparler de lui. Flavius Joseph rapporte dans son livre La guerre des Juifs l'épisode le plus important et celui qui est resté imprimé dans l'histoire juive comme un tournant crucial, la révolte de Masada. Après les premières révoltes juives à Jérusalem face aux colonisateurs romains, une faction juive du mouvement des Zélotes, les Sicaires, dont le nom provient de leur arme, un poignard recourbé, le sikh, se retire dans la forteresse de Masada à la suite de l'assassinat de leur chef, Menachem. Considérés comme terroristes par l'Empire et dans le but d'échapper aux armées romaines et de se mettre en sécurité, les Sicaires partent se réfugier dans les hauteurs de cette montagne qui surplombe le désert. Ils auront alors à leur tête Éléazar ben Yaïr, descendant de Juda. Là-bas, les Sicaires, environ 900 personnes, femmes et enfants compris, s'évertueront à créer une communauté, un village en quelque sorte. Ils construiront une synagogue, des mikvaot, bains rituels, et s'adonneront à la culture et à l'élevage de bétail. Les palais et appartements édifiés par Hérode furent transformés en logis pour toutes les familles venues s'y réfugier. La vie fut évidemment facilitée par les canaux d'irrigation articulés à l'intérieur même de la montagne. Et les Sicaires étaient largement pourvus en eau, mais aussi en nourriture, car les ressources alimentaires entreposées par Hérode 60 ans auparavant étaient encore disponibles. C'est en 72, à la suite de la prise de Jérusalem et de la destruction du temple, que des légions romaines viennent se poster devant le dernier point de résistance juive, Masada. Portée par le général commandant Lucius Flavius Silva, la 10e légion et 6 cohortes auxiliaires commencent à faire le siège autour de la forteresse. Dans un premier temps, les légionnaires construisent un mur d'encerclement autour du mont et s'installent là, en mettant en place 8 camps. Le siège durera 7 mois.
Sentant que l'affaire n'était pas aussi simple qu'à l'accoutumée, étant donné que les familles rebelles pouvaient tenir le siège dans la durée sans aucun problème, ce qui n'était pas le cas des légionnaires, l'armée romaine décida alors de fabriquer une rampe afin d'atteindre au plus près la forteresse et d'en finir le plus rapidement possible. Ils s'aidèrent de prisonniers juifs pour éviter d'être attaqués pendant la construction, pensant que les sicaires ne s'en prendraient pas à leurs frères. Dans l'impossibilité d'attaquer par le bas et ne pouvant pas monter leur tour bélier jusqu'au sommet à cause de chemins impraticables, les légionnaires débutèrent donc la construction de cette fameuse rampe d'une centaine de mètres de haut, toujours visible aujourd'hui. C'est au printemps 73 que la rampe fut achevée. Les légionnaires montèrent avec leur tour bélier et commencèrent à assaillir la forteresse. Subissant les offensives répétées des Romains, les sicaires sentaient leur fin approcher. Après avoir essayé d'empêcher la construction de la rampe, et après avoir essuyé des jets de boulets dans le fort, les sicaires connaissent l'issue fatale de cette attaque. Dans un dernier élan de protection, ils construisirent un rempart après la destruction du premier mur. Celui-ci fut rempli de terre, et chaque coup de bélier de l'armée romaine le renforçait. Les Romains décidèrent de mettre le feu à ce mur, qui était fait principalement de bois. Après cet épisode, les légionnaires choisirent de stopper l'attaque et finaliser la prise de Massada le lendemain. Pendant ce temps, dans la forteresse, Éléazar ben Yaïr et toute la population se savaient condamnés, mais le leader des sicaires n'avait aucunement l'intention de se rendre, connaissant le sort qui allait leur être réservé. Dans un discours relaté par Flavius Joseph dans son récit historique La guerre des Juifs, le chef des sicaires explique à tous qu'une mort glorieuse était préférable à une vie d'infamie. Flavius Joseph rapporte à ces mots. « Depuis que nous avons pris la décision il y a bien longtemps de ne plus être esclaves des Romains, ni de personne autre à l'exception de Dieu lui-même, qui est à lui seul le véritable et juste Seigneur de l'humanité. Le moment est arrivé où nous sommes obligés de mettre en pratique cette résolution. Nous étions les premiers à nous révolter, et nous sommes maintenant les derniers à lutter contre eux. Je ne peux que considérer ceci comme une faveur que Dieu nous a accordée. Il est encore en notre pouvoir de mourir courageusement en tant qu'hommes libres. » Pour l'auteur de la guerre des Juifs, les sicaires n'étaient que des terroristes, quoique bien plus des brigands sans aucun principe, assassins et pilleurs de biens, plus que des héros à la tête d'une rébellion légitime face à Rome. À la suite de ce discours, Éléazar ben Yaïr donna ses directives. Ils décidèrent de brûler tous les bâtiments et de s'ôter la vie. Le suicide étant interdit par la Torah, chacun prit sur lui de mettre fin à sa propre famille. Et la pensée des souffrances que leurs femmes et leurs enfants pourraient endurer s'ils tombaient entre les griffes des ennemis était pour eux une consolation, comme le rapporte Flavius Joseph. Ils mirent ensuite le feu à tous leurs biens, puis ils tirèrent au sort 10 des hommes qui devaient tuer tous les autres. Chacun s'allongea proche de sa famille et de ses enfants et attendit la main de ceux qui allaient mettre fin à leur jour. Après cela, les 10 restants tirèrent au sort pour désigner celui qui devait abattre les 9 autres. Et le dernier, après avoir observé les alentours pour voir si tout le monde avait péri, brûla le palais et se donna la mort. Ce fut là le spectacle laissé aux légions romaines. Lorsque les Romains entrèrent dans la forteresse, ils ne retrouvèrent que des corps sans vie. Le silence assourdissant régnait. Malgré les cris poussés par les légionnaires dans le but d'éveiller la crainte chez les rebelles, aucune réponse ne se faisait entendre. Rome avait triomphé. Mais comme le dit Éléazar ben Yaïr dans son discours sur l'immortalité de l'âme, les Romains, je le sais bien, seront affligés de n'être pas les maîtres de nos personnes et d'être frustrés de tout gain. Laissons seulement les vivre. Ceux-ci témoigneront pour les morts que ce n'est pas la disette qui nous a vaincus, mais que, fidèles à notre résolution première, nous avons préféré la mort à la servitude. Ce fut donc là une victoire amère pour Lucius Flavius Silva, mais Massada était tombé. Seules 2 femmes étaient restées en vie et attestèrent de tout cela, une vieille dame et une proche d'Éléazar ben Yaïr, ainsi que 5 enfants tous cachés dans les souterrains. On compta 960 morts, femmes et enfants compris. Aujourd'hui, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Massada est le site archéologique le plus visité après Jérusalem. Au cœur de l'histoire juive, épicentre de l'épisode final de la révolte des Juifs face à Rome, Massada reste un symbole pour beaucoup, comme étant un exemple pour les générations futures. De nos jours, certains historiens remettent en cause le récit de Flavius Joseph. Le suicide généralisé n'est pas admis par tous, même si chacun est d'accord sur la politique de terre brûlée menée par les sicaires. Les historiens, quant à eux, émettent de gros doutes sur cette mort volontaire. Massada reste l'épisode mettant en avant l'héroïsme face aux oppresseurs romains et qui inspira certainement notre Astérix national, comme supposé au début de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions et si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne, mettez-moi ça en commentaire. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de l'histoire du monde juif. Kol Tuv.